Bonjour à tous, bienvenue sur la septième illusion. Je suis Albator et à mon habitude, je ne suis pas seul puisqu'aujourd'hui je suis accompagné de Sawyer. Comment ça va? Hello, bah écoute, ça va très bien. Surtout qu'on parle d'un film qui fait beaucoup parler de lui récemment, qu'on attendait peut-être pas, mais qui est quand même une assez grosse surprise. Donc je suis vraiment très content d'en parler avec toi. Bah moi aussi je suis très content. Du coup, le film qu'on va aborder aujourd'hui, vous l'avez vu en miniature et sur le titre. Il s'agit de Projet Dernière Chance, Project Hail Mary en VO, du coup en anglais, réalisé par Phil Lord et Christopher Miller, avec dans le casting Ryan Gosling et Sandra Hüller. Alors, avant de d'aller parler du film plus en détail, je vais te poser une petite question, Sawyer, assez toute simple qu'on se pose à chaque fois. Qu'est-ce que tu penses en général des travaux de Phil Lord et de Christopher Miller? Bah écoute, c'est marrant parce que j'attendais le film sans vraiment l'attendre, parce que j'ai un rapport un peu bizarre, pas à la carrière de Phil Lord et Chris Miller, mais au film en général que je trouvais un peu étrange dans sa manière de vendre aussi le film qui était un peu bizarre, on en reparlera. Mais globalement, je suis quand même très fan du travail de Phil Lord et Chris Miller, c'est-à-dire que ils n'ont pas réalisé énormément de films. Ils en ont fait que deux, du coup, si je me trompe pas, en live action, à savoir, du coup, les deux 21 Jump Street, du coup, donc 21 et 22 Jump Street. J'ai vu que le premier, du coup, pour le coup. Je suis pas un énorme fan, même s'il me fait quand même assez marrer. Et par contre, je suis beaucoup plus fasciné par leurs travaux d'animation, notamment les Tempêtes de boulettes géantes. Alors, surtout le premier, parce que le deuxième, je crois qu'ils l'ont seulement produit. Et le premier, je trouve que c'est un grand film d'animation. Enfin, je trouve vraiment que c'est une super. C'est l'adaptation d'un album. En même temps, il est très drôle, il a beaucoup de cœur. Et je trouve que c'était un de mes films d'enfance que j'ai absolument adoré. Effectivement, l'espèce de pari impossible de faire un film Lego, la grande aventure Lego du coup, dont le premier est absolument incroyable et vient parler de l'enfance, du jeu, de qu'est-ce que c'est jouer, qu'est-ce que c'est l'héritage. En fait, il y a vraiment un truc super intéressant là-dedans et tu sens que c'est des gens qui maîtrisent leur narration aussi bien dans la comédie que dans les visuels aussi, parce qu'on en reparlera des visuels de Elmery qui sont pour moi aussi un peu hérités de l'animation. Et effectivement, c'est ces films-là qui est réalisé. Il y en a pas beaucoup, mais surtout, ils sont aussi très connus. Et c'est d'ailleurs c'est sur les posters et tout, j'ai vu passer pour être les producteurs et les têtes pensantes derrière la franchise Spider-Verse. Du coup, donc Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, on aura Beyond l'année prochaine si tout se passe bien. Et des films qu'on adore absolument, toi et moi, pour le coup, dont on attend vraiment fermement le troisième opus, parce que je pense qu'on sera d'accord pour dire que c'est parmi les plus grands films d'animation de ces dernières années. Maintenant, le film m'intriguait pas mal, mais m'a un peu refroidi sur les bandes annonces, dans le sens où Ryan Gosling, moi, c'est quand même un acteur que j'aime bien, mais des fois, il y a des choix de carrière qui sont un peu aléatoires. On l'a vu notamment chez les Russo avec The Gray Man, qui était quand même vraiment pas terrible. On a vu quoi? On a vu The Fall Guy, qui était, moi, je trouve un peu marrant, mais qui est franchement pas un chef-d'œuvre. Et tu te dis, bah, c'est un peu bizarre et c'est un peu dommage venant d'un acteur qui a quand même joué dans Le Villeneuve, donc la suite de Blade Runner. Et Dieu sait que c'est pas facile de reprendre le travail de Ridley Scott, et même s'il n'est pas aussi bien que le premier, il est quand même franchement admirable, ce deuxième opus de Blade Runner. Et Ryan Gosling est vraiment le cœur du film. Donc oui, effectivement, c'est un pari un peu compliqué. Et en plus, le film ne me semblait pas très excitant sur le plan visuel comme narratif, dans le sens où j'avais l'impression que c'était un peu une histoire qu'on avait vue 100 000 fois dans l'espace, avec quelqu'un dans l'espace qui part, qui se fait un ami improbable, etc. Sans trop en dévoiler, parce que si vous avez vu que le premier trailer, je trouve qu'il est assez balèze dans le sens où il dissimule quand même beaucoup de choses, là où le deuxième et le troisième viennent vraiment beaucoup plus montrer peu à peu les choses. Et je pense que la découverte du film fait partie aussi de son plaisir, et la découverte de nouveaux trucs vient aussi participer au plaisir du film. Parce que personnellement, moi, j'avais vu les trailers, mais je les avais vus qu'une seule fois, je les ai pas rematés, je les ai pas revus au cinéma. Donc pour le coup, j'avais quand même un côté un peu découverte qui m'a vraiment fait plaisir. Mais écoute, avant de donner mon avis à l'emporte-pièce et qu'après on en parle un peu en détail, qu'est-ce que toi tu penses de la carrière de Phil Lord et Chris Miller, de Ryan Gosling? Est-ce que tu as dans le film? Alors, moi, avec du recul et en regardant un petit peu ce qu'ils ont réalisé, ce qu'ils ont produit, etc., bah, je pense que Phil Lord et Chris Miller, ce sont des réalisateurs que j'ai beaucoup aimé pendant mon enfance. J'ai grandi avec avec les deux Tempêtes de boulettes géantes, surtout le 2 que j'ai revu énormément de fois. Je C'est me marrant parce que le souviens 2 est pas aimé alors que moi je l'aime bien pour le coup. Enfin, je trouve qu'il est assez Moi, je marrant. l'aime bien. Mais avec du recul, je trouve la morale est super belle dans ce film où Ouais.
On doit prendre soin la nature, de l'écosystème et tout. C'est un beau film, je trouve. Surtout en animation, il est magnifique. Et bah, je me souviendrai toujours de cette séance de la grande aventure Lego qui m'a bluffé. Hein. Mon daron était en train de dormir à côté, c'est pas grave. Mais j'ai trouvé que c'était un super film. Et encore aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose de très fort de faire un remake de Matrix aussi bien réussi. Surtout en Et, comprenant la richesse du Lego. et là, pour le coup, je te coupe encore, désolé, mais je Vas-y. trouve que c'est plus eux à la barre sur la suite, tu le sens direct, quoi, sur le deuxième opus, Mhm. quoi. Mais j'ai même pas vu le deuxième opus, je le regarderai sûrement très tard, Il y avait des mais trucs intéressants, mais tu sentais vraiment juste leur ombre derrière et que sinon c'était vraiment beaucoup moins maîtrisé quoi que le premier opus. bah après comment repasser derrière ça quoi, parce que le Ouais, premier il y a était plus d'effets vraiment surprise aussi, réussi. ouais, clairement. Et bah les 21 et 22 Jump Street, je les ai pas vus, je crois que j'ai peut-être vu la moitié du premier. Mais il y a certaines blagues que je vois sur les réseaux sociaux que je trouve drôles, qui Ouais. marchent bien, et tu sens qu'il y a quand même toujours un aspect visuellement comique chez eux, qu'on retrouvera d'ailleurs ici dans le projet Dernière Chance. Mais bah du coup, même avec les Spider-Verse, je trouve il y a toujours une thématique du loser qui arrive à faire de grandes choses. On l'a avec Emmett dans la grande aventure Lego, avec le protagoniste de Tempête de boulettes géantes. Je trouve que vis-à-vis de ça, ils arrivent à décliner ce concept-là de plusieurs manières, qui est toujours intéressante et bah qui va être du coup reprise dans le projet Dernière Chance. Mais bah du coup, c'est un film que moi j'attendais un petit peu parce que j'ai vu des images. J'ai vu des très très belles images pour le coup qui sont assez rafraîchissantes puisque dans le blockbuster moderne, les couleurs nous manquent un petit peu. L'utilisation de la couleur, elle est pas très présente. À la place, on a du gris. Surtout à cause d'un certain studio, un Coucou Marvel, qui les utilise très très peu. Et au moins, grâce à leur passage avec l'animation, bah, je trouve que les Spider-Verse ont ont influencé beaucoup de films qui, aujourd'hui, laissent beaucoup plus parler le visuel, l'animation, la couleur surtout. Je trouve, quelque chose qui est notable chez eux et que je remercie beaucoup. Mais du coup, c'est ça qui m'a séduit et bah, c'est pour ça que j'allais voir le film parce qu'en vrai, c'est des réalisateurs que j'aime bien. Pourquoi ne pas y aller? Surtout que il y a Ryan Gosling dedans, qui est un acteur que j'adore lorsqu'il a un jeu assez minimaliste, notamment chez Winding Refn avec Drive notamment, avec d'autres films dont j'ai oublié le nom malheureusement, et bah du coup avec Blade Runner que moi j'avais beaucoup aimé quand je l'avais vu. Je l'ai vu il y a longtemps, hein. Mais moi j'avais beaucoup aimé et surtout j'aime ce jeu de Ryan Gosling où le mec arrive à te montrer beaucoup simplement avec son regard. J'aime ça et pour le coup son tournant comique j'ai beaucoup moins aimé. Peut-être il est un peu plus libre dans sa palette, il arrive à montrer plein de choses, à être très bon, à jouer sur son corps, mais c'est pas En, ça qui me plaît vraiment chez lui. en fait, je trouve C'est que, et on aura l'occasion d'en reparler avec ce film-là, mais je trouve que ce qui est dommage, c'est que les films ne suivent pas. Mais par contre, je trouve que c'est un acteur qui peut être très drôle. En fait, je trouve que Hmm. même dans des films qui sont ratés, typiquement The Fall Guy, c'est pas un super film, quoi, vraiment. Je trouve que c'est quand même un film, par contre, qui arrive à montrer Ghosting en personnage qui est vraiment drôle et je trouve qu'il arrive à te créer des personnages qui sont vraiment amusants, en fait, mais surtout par lui, pas par la mise en scène. Et c'est un truc qui est dommage, mais on pourra en reparler ici. Et moi, j'ai pas trop aimé Barbie non plus, mais pareil, le mec a ce talent-là de rendre son corps comique avec un jeu qui bah, joue sur le poisson hors de l'eau, sur le fait qu'il est ridicule. Moi, j'aime beaucoup ça, sauf que le problème, c'est qu'il a pas les films pour. Il n'y a pas les films qui le font vraiment briller, mais du coup, on a Projet Dernière Chance où il reprend cette gimmick-là, ce poisson hors de l'eau, ce comique, pour donner un résultat dont on va parler plus tard. Mais du coup, puisqu'on a fait cette petite introduction, je vais vous lire le synopsis. Alors, Ryland Grace, professeur de sciences, se réveille seul à bord d'un vaisseau spatial à des années-lumière de la Terre, sans aucun souvenir de son identité ni des raisons de sa présence à bord. Peu à peu, sa mémoire lui revient et il comprend l'enjeu de sa mission, résoudre l'énigme de la mystérieuse substance qui cause l'extinction du Soleil. Pour tenter de sauver l'humanité, il va devoir faire appel à ses connaissances scientifiques et à des idées peu conventionnelles, mais une amitié inattendue pourrait bien l'aider à ne pas affronter cette mission tout seul. Alors, bah, je vais te laisser l'honneur de commencer. Qu'est-ce que tu as pensé de ce projet Hail Mary, ce projet Dernière Chance,
qui vient de sortir du coup. Eh ben écoute, vu les très bonnes critiques, j'y allais quand même assez curieux en fait de savoir ce que ça allait donner. J'espérais aimer en fait pour le coup vu toutes les bonnes critiques, mais je pensais que ça allait être un moment assez sympa, divertissant et tout. Et en fait, après je l'ai vu hier, donc j'ai un peu besoin de s'y reposer un peu mon avis sur ça. Mais je trouve que c'est un de mes films préférés de l'année pour l'instant. Je trouve que c'est ce à quoi devraient ressembler tous les blockbusters à 200 millions de budget à Hollywood. C'est un film qui arrive complètement à renouer avec l'aspect humain en fait de la SF, et c'est un truc qui manque terriblement je trouve dans la SF et dans son côté en fait justement face à l'isolation, l'espace et tout, et c'est un film qui le traite super bien, et surtout c'est un film qui est, alors ça sonne bête dit comme ça, mais qui donne vachement d'espoir en fait. C'est un film qui est vraiment tourné vers l'humain, l'espoir, construire des choses ensemble. Qu'est-ce que c'est être courageux en fait, qu'est-ce que c'est sacrifier certaines choses pour des gens, et je trouve que c'est quelque chose qui marche bien. Le film est super bien monté aussi parce que je trouve qu'il dure 2h30 et je me suis pas ennuyé en fait. Je trouve que le film arrive très bien à gérer son montage, notamment par un choix qui fait qu'il va pas passer 50 minutes sur Terre et ensuite 30 minutes, 30 minutes dans l'espace comme ton film basique en fait d'espace. Il va vraiment alterner certaines scènes et tout. Donc ça, je trouve ça plutôt bien foutu. Ryan Gosling arrive vraiment à se calmer sur certains trucs comiques, mais le faire quand c'est nécessaire. Et je trouve que du coup, tu crois vraiment à son personnage, c'est un de ses meilleurs rôles. Et effectivement, on va pas pouvoir beaucoup en parler sans spoiler, parce que je pense qu'il y a un élément, qui est un très très gros élément du film, qui limite qu'il faudrait garder secret en fait en entier, parce que effectivement, il va pas être tout seul, il va avoir un allié. Et cette construction de personnage, en fait, sur un personnage qui est vraiment pas simple à traiter, quoi, parce que c'est dur de créer de l'empathie avec un personnage comme ça à la base. Moi, je trouve que c'est vraiment bien foutu, et honnêtement, c'est peut-être un des meilleurs films de SF que j'ai pu voir récemment. En tout cas, c'est largement le meilleur depuis au moins Ad Astra et Gravity, quoi, largement. Bah moi je vais te rejoindre parce que j'ai aussi beaucoup aimé, et tu parlais d'Ad Astra, j'allais en parler parce que pour moi c'est un film qui répond beaucoup à la froideur qu'a ce film de James Gray du coup, que je trouve est un très très grand film. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir Ad Astra, c'est vraiment grand. Et un des meilleurs rôles Mais récents de Brad Pitt aussi, hein, parce que ça parle c'est beaucoup vrai, de Once Upon a Time où il est très bon, effectivement, et c'est mon film préféré. Mais Ad Astra, il est bluffant dedans, vraiment. Enfin, je trouve qu'il est complètement fou. c'est vrai. Mais du coup Ad Astra c'est un film qui est, je trouve, très inspiré de 2001 Odyssée de l'espace, mais qui arrive à faire d'un grand récit spatial quelque chose de très intimiste. Mais il y a une certaine froideur aussi dans le jeu de Ryan Gosling, qui est ici, dont Phil Lord et Chris Miller arrivent à répondre en utilisant la chaleur du jeu de Ryan Gosling, qui est drôle. Parce que ce mec-là, du coup, comme on l'a dit, un potentiel comique de fou. Et avec des réalisateurs de talent comme eux, il est totalement exploité et marche, mais d'une manière assez folle. Moi, je le trouve assez parfait, entre guillemets, dans ce rôle. Rien n'est parfait, évidemment, mais peu d'acteurs peuvent avoir ce potentiel comique-là. Non, puis c'est Mais pas de l'humour Marvel aussi, c'est c'est un ça, film c'est pas un humour qui... qui ridiculise son film, Même, quoi. Enfin, je trouve que c'est ça bien aussi qui est sûr, fort dans le long métrage. c'est un humour qui, bah, je trouve, qui est très naturel. Par exemple, dès les premières séquences du film où Ryan Gosling se réveille dans le vaisseau, on le voit vadrouiller, tout découvrir les pièces, mais le jeu de Gosling et la manière dont il est filmé apporte quelque chose qui est comique, mais d'une façon tellement naturelle que bah on n'a pas l'impression que c'est calculé ainsi, quoi. C'est juste, ça se fait. Et je trouve ça assez beau, mais du coup, oui, tu l'as dit, ça va être compliqué d'en parler sans spoiler. Mais d'un point de vue sentimental, parce que le cinéma, ça joue aussi et avant tout sur les émotions qu'on ressent devant le film. Moi, ça m'a rappelé un autre film qui m'a aussi donné de l'espoir, t'en parlais, c'est Superman. Il y a une certaine beauté humaine J'y qui ai se pensé dégage aussi, de... clairement. Ouais, ouais, tu sais, il y a une beauté humaine qui émane de ces deux films, qui, moi, me touche, mais d'une telle façon où, bah, je ne peux être que pris par ces films-là, parce que, bah, la SF, c'est un genre où il est difficile de ne pas être pessimiste. Je trouve en tout cas que c'est difficile de ne pas montrer que le monde va mal ou qu'il y a des conflits internes. Et ici, il y a un certain optimisme qui va se dégager de ce film, une certaine beauté humaine que je trouve assez folle, mais comme tu as dit, c'est difficile de pas en parler sans spoiler, hein. Du coup, on doit se restreindre parce qu'il y a un élément dont il faut parler, mais c'est vraiment quelque chose qui donne l'espoir à la fois en tant qu'humain, mais aussi en tant que blockbuster, parce que un blockbuster aussi généreux, c'est rare. Parce que si on doit faire le récapitulatif, je pense j'en compte un chaque année qui mêle ambition et résultat aussi bien. Je pense évidemment du coup à Superman, aussi à Furiosa, que moi je trouve être l'un
des grands films de cette décennie-là, qui également, en tant que grand film d'action, réussit très bien l'exercice. Mais du coup, ouais, c'est un petit coup de cœur. Moi, j'essaierais bien de le revoir parce que bah déjà j'ai du temps, mais aussi et surtout parce que c'est un beau moment de cinéma, quoi. Et c'est aussi ça, je trouve, l'important dans le cinéma, c'est de passer des bons moments, de voir des bonnes émotions. Surtout qu'en ce moment, c'est important, hein. On va pas se le cacher. Mais en fait, je trouve qu'il y a aussi un truc, c'est que c'est dingue un film aussi généreux qui est pas minimaliste parce qu'il est dans l'espace et tout, mais qui est quand même un film où 75% du temps, c'est Ryan Gosling avec quelque chose en CGI, quoi. Je trouve ça quand même assez incroyable, en fait, ce qu'ils arrivent à te créer, de par le jeu de Gosling, mais aussi la mise en scène. Parce que c'est aussi, je trouve, avant qu'on passe en spoiler, c'est aussi, je trouve, que c'est une mise en scène qui va pas se reposer que sur ces parties espace et sur les couleurs. Parce qu'effectivement, la photo, c'est Greg Fraser du coup, qui s'est occupé de The Batman, qui s'est occupé de Dune, qui va s'occuper des Beatles, là. Et là, effectivement, c'est particulièrement impressionnant. Mon seul, alors je chipote hein, clairement, hein, j'en suis conscient. Peut-être que mon seul reproche, c'est que c'est peut-être un peu le bordel dans une scène d'action à un moment donné vers la fin, au début du troisième acte au moins, parce que le film a vraiment beaucoup de fin. Pour le coup, c'est une banne que beaucoup de gens font, mais voilà. C'est peut-être mon seul reproche, c'est que certains trucs font un tout petit peu plat, je trouve, dans cette scène d'action-là. Mais par contre, je trouve que quand il s'agit de filmer des intérieurs et quand il s'agit de faire une photo au niveau des intérieurs, je trouve que c'est particulièrement impressionnant. Et ils vont aussi, clairement, tu sens qu'ils sont tombés amoureux d'une technique de réalisation et d'une technique de mouvement de caméra qui est de pivoter la caméra souvent, qu'elle soit à l'envers ou sur le côté, et ensuite de la redresser tout droit. Et ils vont pas seulement l'utiliser quand il est dans l'espace, ils vont l'utiliser aussi quand il est sur Terre, pour montrer qu'il est perdu et tout. Et je trouve que c'est un... En fait, ils ont une manière de filmer, ça paraît péjoratif comme ça, mais ça l'est vraiment pas, très ludique. En fait, t'as vraiment toujours envie de les suivre et toujours de te dire, putain, c'est une super idée, et c'est une idée qui t'investit vachement dans le récit. Là où, en fait, ça pourrait être un dialogue plan-plan, ils arrivent à t'en faire quelque chose que je trouve génial, en fait, dans l'histoire. Bah justement sur les dialogues, je trouve ça intéressant parce que oui, à chaque fois ils ont une idée qui sait faire la différence. C'est pas un simple champ contre champ, comme tu l'as dit. On peut trouver des alternatives, des angles de vue qui sont toujours à explorer, mais qui sont vraiment efficaces pour le coup. Mais moi, les deux seuls défauts que je trouve au film, c'est le passage du temps, évidemment, parce que le film va à toute vitesse et montre un sujet qui prend beaucoup de temps parce qu'on parle de sauver la planète. C'est long comme processus évidemment, mais pour le coup ça passe très vite, peut-être un peu trop vite. On peut pas vraiment faire de transition autour du temps qui passe dans ce vaisseau-là. Je trouve ça un petit peu dommage. Et en fait, peut-être le vrai problème, c'est la fin, parce que ils ont du mal à conclure ces deux gars-là. Ils ont du mal à vraiment se décider où est-ce qu'on peut finir le film, parce que moi, je compte au moins trois fins différentes. Les Bah, trois en peuvent fait, ouais, marcher individuellement. je sais que c'est une critique qui est vraiment souvent revenue. Après, bon, moi, je vais pas mentir, j'étais tellement dans le film que j'avais vraiment pas envie qu'il s'arrête, donc ça me dérangeait pas que ça continue. Mais en fait, je sais que c'est une critique qui revient souvent, en fait, même parmi les gens qui ont bien aimé le film. Moi, je trouve que les trois fins viennent quand même un peu se compléter, en fait. Il y a quand même des trucs, bon, on peut pas en parler sans spoiler, mais il y a quand même un truc vraiment intéressant, je trouve, et j'adore la dernière fin pour le coup. Enfin, je trouve que vraiment la toute dernière scène, je la trouve vraiment super. En fait, je trouve elle a un espèce d'espoir, en fait. Enfin, voilà, sans trop en dire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je te propose qu'on passe en partie spoiler, évidemment. Donc, si vous Ouais. ne l'avez pas compris encore, allez voir Project Hail Mary. Pour nous, c'est une grande réussite et on vous invite à aller le voir. Maintenant, on va pouvoir passer en spoiler. Mais du coup, à la fin, parce que il y a plusieurs fins. La première fois, on la voit quand on retrouve Sandra Hüller sur la planète. Puis, lorsque on retrouve également comment il s'appelle ce grand Ryan Gosling sur une planète un peu fake conçue par les cailloux. Bah, je trouve que le problème, c'est qu'ils ont du mal à choisir là-dedans et ils ont aussi un petit peu de mal à vraiment arriver à cette fin-là pour que ça soit parfait niveau du récit. C'est-à-dire que ils enchaînent plusieurs fois des séquences qui auraient pu conclure le film, mais c'est pas le truc qu'ils ont en tête. Du coup, ils sont obligés de remettre un truc dessus, qui est bien. Moi, j'ai bien aimé, mais ça fait un petit peu long parce que on a peut-être Ouais, 30 minutes de trop. Mais ils cherchent beaucoup à aller sur le point où ils veulent aller. Ça paraît un peu gros. je crois que c'est fidèle au bouquin, mais j'arrive pas à savoir à quel point c'est fidèle. Parce que le fait que, du coup, que ce soit rajouté en plus, parce que ça pourrait s'arrêter là aussi, le fait où il part et il dit au revoir à Rocky. Mais parce que, du coup, effectivement, on va devoir parler de Rocky, parce que Ryan Gosling vient rencontrer un alien rocher en soi qui baptise donc Rocky. Dans une vanne, du coup, que j'ai mis 3 secondes à comprendre parce que j'étais un peu con.
et qui m'a vraiment fait marrer pour le coup, où il lui explique, du coup, il lui montre les films et qui dit donc Apollo il l'entraîne dans le troisième et lui il entraîne le fils d'Apollo dans le septième. Ça m'a vraiment fait marrer pour le coup. Mais en fait, ouais, effectivement, t'as trois fins qui se changent. Le moment où il part en vaisseau et dit au revoir à Rocky, le moment où il parle à Sandra Hüller et t'as l'impression qu'il va mourir et qu'il reste, et le moment où en fait finalement, et c'est vrai que c'est pas trop expliqué, où il arrive justement à repartir et donc à rester sur la planète de Rocky et qu'on lui demande du coup s'il va vouloir rentrer et bah il dit qu'il va réfléchir, mais pour moi clairement il va rester sur la planète et il va redevenir prof parce que c'est aussi quelque chose. À mon avis, c'est aussi le film a aussi un truc comme ça, je trouve qui est vachement intéressant sur éduquer les nouvelles générations, venir leur parler. Et je trouve que c'est quelque chose qui est assez beau, en fait. Mais, euh, mais effectivement, je trouve que le film marche vraiment bien. Et effectivement, ces trois fins peuvent un peu nuire au film. Mais effectivement, avant, il faut qu'on en parle, il faut qu'on parle du personnage de Rocky, quoi. Bien sûr, il faut qu'on en parle. Et je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Mais du coup, le personnage de Rocky, il apparaît dans une séquence assez belle qui résume aussi notre rapport aux autres, évidemment, parce que les deux se présentent du coup lorsque Ryan Gosling croise un gros vaisseau. Évidemment qu'au début il a peur, etc. Mais il va malgré lui un petit peu vers cette aventure-là, et il croise du coup un caillou qui parle dans un langage un peu incompréhensible et qui fait des gestes du coup. Et je trouve que dans cette séquence-là, il y a une réplique qui m'a vraiment marqué et qui résume aussi ce que je voulais dire quand je dis que c'est une antithèse à Dastra. C'est que je crois que c'est Rocky ou Ryan Gosling, je sais plus, qui dit que tu es seul, bah moi aussi, et que c'est pour ça qu'ils vont s'allier. C'est parce que dans ce vide spatial-là, il y a peut-être que c'est là où les deux personnages vont se retrouver le plus avec quelqu'un d'autre. On le voit souvent sur la Terre, mais Ryan Gosling, il est un petit peu seul. Il a du mal à aller vers d'autres groupes, à vraiment s'intégrer, tu vois. Et même, c'est Sandra Hüller qui le dit à un moment. Évidemment, il faudra parler de leur relation aussi. Et plus largement du rôle de Ryan Gosling dans le film. Mais bah, c'est un personnage qui est assez seul. Et Rocky, on comprend aussi qu'il est aussi seul parce que tout son équipage est mort. Mais bah, dans l'espace, dans ce grand vide-là, peut-être que c'est là où ils vont enfin rencontrer des gens qui peuvent les suivre, tu vois. Ou qui peuvent se suivre entre eux, qui peuvent bah, être amis, être ensemble, se rassembler, tout ça. Je trouve que c'est très beau. Et bah, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, c'est que c'est un film dans la continuité de la filmographie de ces deux réalisateurs-là, sur le loser qui va faire de grandes choses. Et bah, ça aussi, je trouve que c'est très bien géré, mais on en parlera sûrement plus tard. Mais Rocky, toute cette séquence où, bah, par exemple, on apprend son langage, ses coutumes, etc. Et ensuite, on voit ses relations avec Ryan Gosling. Je trouve que c'est très bien. C'est vraiment très bien géré. Et c'est fort de donner de l'empathie pour un caillou, pour un rocher, pour une pierre. Et ça, c'est à noter parce que bravo. C'est le moment où on peut Bravo. énerver un peu les Nolan Bros ou pas? Oui, Ok, let's go. Parce que honnêtement, moi je veux pas faire parce qu'effectivement il y a la vanne, effectivement on l'a fait 4000 fois, surtout avec Reg qui en a parlé tout le temps sur TikTok et tout. Mais j'arrive pas trop à avoir de l'empathie pour Interstellar parce que je trouve que c'est un film qui est surexplicatif, qui est verbeux et je comprends pas en fait vraiment l'espèce d'engouement général qu'il y a pour ce film-là. Et je trouve que ça c'est un film qui arrive à rester simple, qui reste aux bases. Et alors j'ai pas vu The Martian parce que je sais que c'est Andy Weir du coup le même auteur et c'est un film de Ridley Scott donc ça doit être pas mal. Mais là je trouve que c'est vraiment un film qui arrive à rester à l'essentiel, qui t'explique simplement son plot, qui a un truc vraiment qui va vraiment à l'essentiel encore une fois, et qui du coup développe bien sa relation émotionnelle. Dans Interstellar, je m'en fous un peu en fait de l'histoire entre Matthew McConaughey et sa fille, et je trouve que c'est un film qui est fouillis. En fait, là où je trouve que ici le film, en fait, plus on va à l'essentiel dans un film dans l'espace, je trouve notamment Gravity par exemple, plus c'est un film qui est marquant et qui est impactant. En fait, là où vraiment Interstellar, j'ai vraiment beaucoup de mal, mais je sais qu'on est deux sur ça. bah, je suis d'accord avec toi parce que je trouve Interstellar comme un film moyen où bah, toutes les parties de l'espace, je trouve qu'elles apportent pas grand-chose à ce que veut raconter Nolan, à tout l'éloignement qu'il veut montrer dans le film. Et bah, j'ai évidemment pensé à Interstellar en voyant ce film-là, Project Hail Mary, parce que bah, c'est Interstellar qui réussit, quoi. Tu l'avais dit, l'isolement, être loin des autres, etc. C'est quelque chose que Philord et Christopher Miller, ils réussissent vraiment bien. Et Être un bah outsider aussi, c'est un peu ça aussi. C'est vraiment être ouais, isolé de tous et
Et même quand tu es sur Terre, en fait, parce que tous ces personnages, effectivement, tu l'as dit en disant que c'est un peu tous des losers, mais il y a vraiment une espèce de profonde sens de solitude. Et quand tu le penses, même si c'est pas un film qui est réalisé par eux, même Miles Morales, en fait, tu le prends, c'est un personnage qui a du mal à trouver sa place par rapport à qui il est, qui il veut être, qu'est-ce qu'il veut faire comme étude, qu'est-ce qu'il veut être. Tu sens vraiment que c'est un sujet qui les passionne dans leur protagoniste principal, quoi. Mais surtout, dans Interstellar, tu vois, t'avais dit que le film était trop fouillé, je suis d'accord, mais surtout, bah, il est trop fouillé et Nolan oublie de vraiment développer ses personnages. Et au moins, tu vois, du coup, dans Project Hail Mary, Ryan Gosling et même le Caillou sont développés et tu sens que l'éloignement à un jeu est un grand enjeu pour eux et que même le fait de sauver leur planète est vraiment quelque chose de très important puisque ben il y a cette thématique là du loser qui fait de grandes choses et là où le personnage de Matthew McConaughey dans Interstellar, c'est juste il le fait parce que c'est le seul qui peut, c'est lui le meilleur, tu vois, alors que euh, ce Bah film ici, là rend en plus, on est en partie spoiler, quoi, on peut le dire. bien sûr. Moi, il y a un truc qui est vraiment intéressant et qui vient vraiment construire le personnage de Sandra Hüller. Le fait de construire le film de manière à te donner de l'empathie pour elle, tu construis un truc, en plus, il y a la scène du karaoké, je trouve qu'il y a une scène très belle. Et pour en plus venir à la fin te montrer que c'est un truc cruel, en fait. C'est-à-dire qu'il a pas le choix. Il a été forcé à faire ce truc-là. Et en même temps, en fait, c'est un truc qui est quand même assez curieux et je trouve qu'il vient vraiment poser des débats et du coup, je trouve que c'est un film qui est faussement simple en fait dans ça et notamment dans la construction du personnage de Sandra Hüller. Tu vois, tu dis qu'il est forcé, mais on apprend ça. C'est le film est construit en faisant en sorte que Ryan Gosling du coup retrouve peu à peu sa mémoire et c'est montré à la fin quand Ryan Gosling se sacrifie. Il fait ce sacrifice-là pour essayer de sauver tout le monde et justement là pour essayer de sauver son ami parce que il a enfin compris là où bah tu vois les autres participants de ce projet-là, eux, ils avaient une famille, etc. Ryan Gosling, il n'avait rien, mais ils ont Ouais, c'est accepté ça. leur sort et ils y sont allés. Et après avoir vécu toutes ces aventures-là, après avoir tout donné pour essayer de sauver l'humanité, Ryan Gosling, il se souvient de ça, il se souvient qu'il a refusé, mais après, pour sauver son ami, il a décidé de se sacrifier aussi parce que il a peut-être compris que bah tout le monde peut avoir du courage et qu'il peut aussi faire de grandes choses et qu'il peut aussi se donner, tu vois. Il y a quelque chose de très humain dans ce personnage-là. Et je trouve que bah, c'est une réussite, surtout que Gosling joue très bien. Il joue vraiment très bien ce personnage Ouais, de et du Grace coup, et qui c'est lui qui la porte les scènes vilaine, émotionnelles aussi. Je trouve vraiment qu'il y bien a sûr. il y a des scènes. Moi, dès la scène où justement il fait l'enterrement des deux autres astronautes, j'étais presque au bord des larmes, tellement je trouve qu'il arrive vraiment à donner une espèce de sympathie et de réalisme à son personnage, en fait, qui marche super bien. Et effectivement, la scène, alors beaucoup de gens en parlent, mais la scène où Rocky lui dit, ah, j'ai pas pu sauver, je pouvais pas le réparer. En fait, et Grace dit qu'il va mourir, donc je vais le réparer. Je trouve que c'est une scène que je trouve absolument bouleversante en fait et qui marche à tous les niveaux émotionnellement et même dans la mise en scène. Je trouve que c'est une des meilleures scènes du film aussi quoi. Ah oui, mais même juste cette séquence où le vaisseau est en train de se péter tout seul, que Grace il est dans les vapes, il est assommé à cause de l'impact, etc. Et que on a un plan où il n'y a plus de lumière, puis il y a une lumière rouge et on voit l'évolution à chaque fois de l'action du coup. Avec Rocky qui va essayer de le sauver, qui au péril de sa vie va du coup le mettre sur un endroit où il peut être soigné du coup. Je trouve que c'est vraiment très bien fait et ça montre encore que même si on est dans un huis clos dans le vaisseau, il y a ces deux réalisateurs-là et Fraser qui filment ça d'une manière absolument géniale et toujours avec de nouvelles idées et formellement c'est une réussite à chaque fois et bah, bien sûr Rocky c'est un très beau personnage, hein. C'est un Grace mais qui lui peut rentrer chez lui et qui bah, est un petit peu plus intelligent, mais les deux se complètent parfaitement, on le voit dans le film. Et je trouve que en se focalisant sur deux personnages, bah ils ont réussi à faire un beau récit et surtout une belle relation quoi. Ils se sont concentrés sur cette relation-là, qui au début est chaotique, puis qui est assez fusionnelle. J'ai pas grand-chose à dire de plus, c'est une réussite quoi. Et c'est assez fort de faire ça parce que ça manque au blockbuster. Ça manque au blockbuster des relations humaines, etc. L'année dernière, je l'ai dit, il y a eu un film parmi trois Marvel, un film d'ici.
a réussi à montrer de l'humain. Et c'est le seul, hein, Ouais, c'est c'est le ça. seul des gros Et blockbusters. c'est marrant parce qu'on a record en début d'année sur 28 ans et c'est vrai qu'il y a aussi vachement cette dimension de l'humain, du côté aussi, enfin clairement hein, avec le personnage de Ralph Fiennes et tout, allez voir en tout cas pour le coup parce qu'on a vraiment aussi beaucoup apprécié le 28 ans plus tard partie 2. Et je trouve que c'est aussi un film qui arrive parfaitement à créer cette espèce d'ambiance là si ce film marche et il a l'air d'être bien parti en tout cas je pense qu'il aura un très bon bouche à oreille c'est bon signe parce que il peut marquer presque un espèce de renouveau en fait dans le blockbuster et j'espère que ça sera le cas en tout cas. Voilà, je vais conclure sur ça quoi. Bah oui, et on n'a pas parlé beaucoup du personnage de Sandra et même des scènes sur Terre, mais qui je trouve sont aussi très efficaces. Et bah pareil, on a des relations qui arrivent à se créer assez facilement, mais qui marchent très très bien. La relation, les petits moments entre Grace et du coup le personnage de Sandra Hüller sont vraiment à chaque fois réussis. Et même avec le bodyguard qui est souvent là, il y a toujours des complicités assez folles qui se créent. Et je trouve que c'est en partie du coup grâce à Ryan Gosling qui sait le jouer. Il sait jouer ce mec un peu ridicule qui est d'une honnêteté dans son jeu qui est assez fascinante et qui est prenante parce que je trouve que bah on a envie de le suivre. C'est ce faux héros qui est toujours assez du coup fascinant et vraiment bien à suivre quoi. C'est un bel héros de film alors que bah c'est un outsider de fou. Mais je trouve toujours que c'est l'une des grandes réussites du film, évidemment. C'est cet acteur-là qui, pour moi, est une révélation, puisque, comme j'avais dit, sous la tutelle de bons réalisateurs qui savent quoi en faire, bah, il peut être génial. Et ça m'a fait un petit peu renouer avec le Ryan Gosling côté comique, quoi. Bah ouais, je suis complètement d'accord. Mais ouais, je vais conclure là-dessus parce que c'est vrai que pour moi, c'est un film qui est compliqué aussi à. C'est compliqué d'en parler, je trouve, en premier visionnage aussi comme ça, parce que c'est tellement un film qui va chercher dans tes émotions et dans tes trucs. Je sais que tu étais moins sensible à ça, mais Jules et moi, on a aussi un peu galéré quand on a enregistré sur Life of Chuck. En fait, je trouvais, je retrouvais un peu ce même sentiment-là. Mais écoute, voilà, pour le coup, je vais conclure là-dessus. Allez voir Project Hail Mary, parce que globalement, c'est un film qui fait à peu près l'unanimité, même dans l'équipe. Et on en reparlera en conclusion finale. Mais écoutez, allez le voir et effectivement, profitez-en parce que c'est pas tous les jours qu'on a un grand film de SF comme ça. Mais avant de terminer, j'aimerais ramener le GOAT, évidemment, celui qui a des avis tranchés, qui parfois détonne de toute l'équipe, mais c'est pas grave, on l'aime quand même. C'est Joe. Est-ce que tu veux parler? Et ben oui, je vais pourquoi pas parler de ce Project Hail Mary, notamment pour expliquer deux vannes qui pour moi ont été claires au niveau du visionnage, mais assez surpris que vous n'ayez pas utilisé cette piste de réflexion dans le podcast, qui est la piste du cinéma. Quand je vois le film, évidemment, je pense directement à Ryan Gosling, ce scénariste qui a pitché cette mission au début, grâce à qui cette thèse va aller au bout, qui se retrouve à devoir réaliser et incarner ce projet dont il ne voulait pas. Pourquoi je parle du cinéma directement? Parce que pour moi, Ryland Grace, c'est Ryan Gosling. Même au niveau des initiales et des lettres, ça passe. Et bah Rocky, c'est évidemment Rocky pour Apollo, et Apollo, c'est la mission vers la Lune. Donc encore une fois, tout est lié à l'univers des années 80 qu'adore Lord et Miller, mais le film en lui-même est bon, mais je le trouve comme très laborieux sur son premier acte. Il se libère à son deuxième acte, malheureusement. Vous parlez d'une scène d'action qui est très brouillonne. Au troisième acte, j'en suis d'accord et elle me sort complètement du métrage. Mais dans l'ensemble, oui, c'est un très bon blockbuster. Sûrement un des meilleurs qu'on aura cette année, si le Spielberg est réussi. Mais oui, un peu trop humain, à mon goût, pour le faire passer au-dessus d'un Interstellar, malgré le fait que je ne sois pas fan de Nolan. Mais ça reste quand même très au-dessus qu'un film qui avait le même pitch il y a 20 ans, qui est Sunshine de Danny Boyle, qui lui, pour le coup, était plus que brouillon et plus que raté. Je sais pas ce que vous en avez pensé. De Sunshine? Oui, qui pour moi, oui, est Project Hail Mary, mais en beaucoup moins bien et en beaucoup plus brouillon et con. Eh bah, Non, si t'avais écouté le podcast sur 28 ans plus tard, tu saurais que personnellement, je n'ai vu que très très peu de films de Danny moi Boyle. Je aussi. n'ai vu que les 28 ans. Allez. Voilà. Mais pour le coup, c'est vrai que j'avais pas pensé à ce point de vue autour du cinéma dans ce film-là, et maintenant je le vois, et ça me fait encore plus aimer le film parce que c'est plausible en fait. C'est peut-être trop. Peut-être c'est juste c'est quelque chose qu'on peut voir en tant que cinéphile évidemment, mais peut-être que ça n'a pas été
forcément pensé en premier lieu par les deux réalisateurs. Mais ça me plaît donc c'est vrai. Bah écoutez, on peut conclure là-dessus. En tout cas, allez voir clairement Projet Dernière Chance. Ouais, allez le voir, c'est vraiment pas mal. Surtout que un blockbuster qui ne fait pas partie d'une franchise et qui est aussi honnête, je trouve que c'est le mot, hein, c'est honnête. Et il faut aller le soutenir en salle, surtout que bah malheureusement le podcast sort assez tard, mais bah au week-end de sa sortie, il y avait le printemps du cinéma, du coup les places étaient à 5 €, ce qui est fortement agréable évidemment. Mais il y a toujours des salles où vous pouvez aller voir les films pas chers. On en fait évidemment la promotion ici. Mais voilà, il faut aller voir des films, il faut aller voir aussi ce là. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que le podcast vous a plu. Je vous invite évidemment à aller nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, pardon, sur Blue Surtout Sky. qu'on peut teaser on peut teaser un petit truc parce que je sais pas si Oui. c'est déjà arrivé, mais j'en doute. On va avoir un gros truc qui est arrivé ou qui va arriver, en tout cas une grosse mise à jour du collectif qui va arriver très bientôt. C'est vrai. Effectivement, puisque nous avons décidé d'inviter Rachida Dati dans la simulation. Oui, bah allez. Pour faire son procès à la limite, bon allez. Non, nous on est des grands admirateurs. On adore la culture, comme elle. Voilà. Mais, Allez, à plus. mais À du plus. coup, on a un site aussi, voilà. Bisous, bisous. Ciao, ciao, merci beaucoup.